Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Jean-François Barral, bonjour. Bonjour Quentin. La nuit à la belle étoile. Une nuit à la belle étoile, c'est un concept assez lyrique, un peu onirique. Est-ce que c'est quelque chose que, en pratique, vous avez déjà fait ? Oui, j'ai connu parce que je suis savoyard et montagnard. Et donc j'ai souvent dormi dans des bivouacs, dans le parc national de la Vanoise par exemple. C'est quelque chose que je fais avec une famille qui était montagnarde et skieuse. Donc on a beaucoup pratiqué, on va dire, le hors-piste et donc le lien avec la nature directe. Et sans intermédiation. Et ça depuis votre plus tendre enfance ? Oui. Ouais. J'ai un père qui a skié jusqu'à 91 ans. Voilà, donc, Ah d'accord, ouais, vous avez de qui tenir. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi un savoyard, un montagnard féru de nuit à la belle étoile et surtout à la tête de la fondation Utopia, avec un H comme une hutte, Jean-François Barral. Donc depuis 1999, Utopia est une référence dans le domaine du camping nature, donc c'est des espaces éco-conçus que je vous demande de me décrire d'ailleurs. En 99, ça ressemblait à quoi, et aujourd'hui ça ressemble à quoi ? L'idée est toujours la même parce que l'idée initiale de la famille Bossan, une entreprise indépendante, qui, revenant du Canada, a cherché à renouveler l'art de camping en revenant à l'essence du camping qui, par nature, quelque part, était léger et réversible. Donc en fait, on n'a que moderniser, innover à partir de ce qu'est pour nous le vrai camping, qui est directement lié à la nature, qui la respecte, qui l'utilise sans la transformer. Et à l'inverse, j'imagine, parce que vous parlez de vrai camping, à l'inverse, le faux camping, c'est le camping un peu paillette avec toutes sortes de choses à consommer, en gros. C'est un camping qui respecte l'environnement, la nature, des lieux, les territoires, les gens qui les habitent. Donc l'idée, c'est de ne pas être une plateforme offshore, mais plutôt un lieu qui permet aux gens de se détendre. C'est un espace, on est dans l'hospitalité, mais on est dans une hospitalité qui est ouverte sur l'extérieur. Ouais. Alors donc j'imagine aussi l'idée c'est de ce que l'humain se greffe à la nature naturellement sans qu'on le voit, même à la rigueur de se cacher, de se laisser happer par cette nature. Néanmoins, il faut bien dormir quelque part. Ce sont des tentes, ce sont des cabanes, des huttes, que vous appelez Utopia. Ouais. Alors oui, l'idée c'est à la fois une espèce d'utopie qui était de revenir à l'essence du camping, et puis c'était cette notion de hutte qui envoyait quelque part au nomadisme, à la légèreté, à l'adaptation au climat et au milieu dans lequel on est. Donc on a une innovation qui part de l'aménagement, qui se veut léger, donc on n'imperméabilise pas les sols, on essaye de sortir les voitures, je dirais, des lieux pour qu'elles restent à l'extérieur, alors en proposant toujours un niveau de confort important, parce qu'il faut être réaliste, je dirais, le client attend aussi du service et du confort, mais l'idée c'est de ne pas toucher à l'essentiel, en proposant des hébergements locatifs en toile et bois. Donc là encore, on va dire que le code génétique d'Utopia, c'est la toile, donc l'essence du camping, avec du bois pour amener du confort, et je dirais un peu de service correspondant aux attentes des clients. Et dans un vrai camping, vous avez raison, il n'y a pas de voiture à côté des gens, on les laisse de côté, voilà, il faut pas que ça soit visible. Alors depuis le Covid, etc., on semble-t-il, on a eu l'impression que l'être humain retrouvait le goût à la nature, à la verdure, à tout cela. Il l'a toujours eu en réalité. Alors il l'a toujours eu, mais on est quand même dans une civilisation de l'intermédiation, c'est-à-dire l'idée justement, et ce qui a fait l'accélération, le Covid a plutôt accéléré la tendance, c'est qu'on vit quand même dans des milieux urbains, où je dirais qu'une intermédiation forte, avec une digitalisation de la vie. Donc on repropose à nos clients qui sont des familles urbaines de revenir se reconnecter à la nature et aux autres et se déconnecter de leur quotidien. Donc, ça c'est votre offre à ces familles urbaines, des familles parisiennes, franciliennes par exemple. Alors franciliennes oui, parce qu'on a des sites tout autour de Paris. On gère le camping de Paris, qui est un magnifique site au bord de Seine,
dans le bois de Boulogne, on a des campings à Versailles, on a des campings à Rambouillet, donc je dirais qu'on a en Sologne. Donc on a cette volonté de proposer à des urbains de venir se décaler à un moment donné, se déconnecter de leur quotidien. Et ils ont le droit de garder leur smartphone ou pas ? Alors, ils ont le droit de rester sur Internet, mais on a une offre Wi-Fi limitée, parce que l'idée, c'est d'essayer justement de changer un petit peu de mode de vie, d'avoir un pas de côté. Donc le Wi-Fi, il y en a, mais c'est 100 € la journée. Non, c'est pas payant, c'est que dans certains sites, il n'y en a pas, il y en a d'autres, il y en a qu'à certains endroits. D'accord. Voilà. Ok. Donc il y a cette volonté quand même de déconnecter et d'avoir un mode de vie un petit peu différent. Le terme de camping, est-ce qu'il est... Parce qu'il peut être péjoratif. J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire. Comment est-ce que vous essayez de contourner cela, quoi, Parce que le camping, c'est pour les gens, vous l'avez dit, les clients, ils ont envie de confort, d'être à l'aise, etc. Et ben, le camping, ça peut être confortable. Le camping, ça peut être confortable, ça peut être vraiment un élément qui c'est vraiment la notion de vacances quelque part, c'est de changer de mode de vie, et le camping est certainement un des modèles les plus puissants pour ça. Mais c'est vrai que malheureusement d'ailleurs, parce que la France est le pays en Europe qui est le pays du camping, on représente 35% du marché du camping en Europe, on est le 2e pays au monde. On a une industrie, entre guillemets, du camping en termes de fournisseurs qui est quasiment leader mondial. Mais les Français ont un regard sur le camping qui n'est pas toujours aussi positif que, par exemple, les Nord-Européens, qui, eux, campent sans embâge et sans préjugés sur la perception qu'on peut avoir d'un campeur. Et aujourd'hui, on voit arriver de nouveaux clients, quand même, sur nos campings, avec des gens qui ne campaient pas jusqu'à présent, à qui on propose des solutions, entre guillemets, de prêt à camper, qui leur permettent justement d'expérimenter le camping avec un niveau de service, de salle de bain, cuisine, qui leur permet, je dirais, d'avoir un décalage tout en ayant un niveau de confort élevé, dans des environnements naturels exceptionnels. On est dans des forêts domaniales, on a 7 ou 8 campings avec l'ONF, on était historiquement dans les parcs nationaux au Canada. Donc on a cette double approche qui est d'être simple et proche de la nature, tout en proposant un niveau de service et de confort élevé. Combien de campings aujourd'hui On a 127 campings aujourd'hui dans 8 pays. 127 campings dans 8 pays. Alors est-ce qu'il y a parmi ces 127 des campings stars, entre guillemets, qui sont tout le temps, qui font le plein plus que les autres? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a des destinations on a des destinations comme, bien entendu, les îles, Noirmoutier, l'île de Ré, qui sont des destinations stars. Mais on a aussi des destinations stars comme l'Alsace, par exemple, qui marchent très très bien. Il faut toujours penser que pour le Nord-Europe, l'Alsace, c'est le sud. Oui. Donc on a déjà beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais qui viennent dans des sites en Alsace, par exemple. On a aussi d'autres camping stars, et là je reviens au camping de Paris, qui est pour nous un camping star, parce que c'est un camping qui est ouvert à l'année. À Boulogne. Qui marche très bien. Dans le bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, on a 1 kilomètre de bord de Seine, donc vraiment avec un site qui est pour moi exceptionnel. Donc on a une diversité d'offres en plus qui est vraiment intéressante. On a une diversité d'offres aussi qui nous permettent d'accueillir des gens de tout milieu social. Parce qu'on a des gens qui viennent avec leur tente 3 secondes, on a des gens qui viennent à camping-car, on a des gens qui viennent dans nos locatifs. Et donc, c'est aussi un espace, le camping, où on retrouve des gens non ségrégés. C'est-à-dire que les gens, c'est une espèce de micro-société dans lequel, en fait, ça fonctionne assez bien, ça se régule assez bien, et ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare, ouais, parce que vous constatez, vous, dans les campings, qu'il y a une espèce d'apaisement naturel qui se produit. Il y a un système de voisinage qui se régule bien, c'est assez étonnant, et je crois que nous, on est des fervents. C'est pour ça qu'on est fiers de parler du camping, en fait. On n'a pas de cette réserve qui est tout à fait vraie, que vous avez raison de souligner, mais qui change quand même avec des offres qui sont quand même, je dirais, de plus en plus différenciées, et qui permettent aux gens de venir avec, je dirais, leurs envies, dans une grande liberté en plus. J'en profite donc pour montrer ce livre que vous publiez. Donc vous êtes, j'ai dit, vous êtes président de la fondation Utopia. Donc ce livre, donc Tiny House en quête de l'essentiel sous des climats chauds. C'est cela que vous avez gentiment apporté. Les tiny house, ça aussi c'est un concept à la mode depuis quelques années, absolument. Même plus qu'à la mode. Ouais. Alors les tiny house, pourquoi ça nous intéresse? Donc dans le cadre de la fondation Utopia, qui vise notamment à promouvoir l'innovation dans l'écotourisme. Travailler sur les tiny house, c'est travailler sur la légèreté et la réversibilité de nos locatifs. Je dirais, c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent de peu impacter sur l'environnement. Alors là encore, pour citer des exemples très concrets, on a un produit qui s'appelle la cahute, qui est en toile et bois, et qui permet de proposer à des clients, je dirais, un niveau en bois, qui permet d'être au chaud avec un poêle, avec une salle de bain, etc., et un niveau en toile qui permet aux gens de dormir sous les étoiles. Donc, ces cahutes, qui sont des tiny quelque part, sont absolument démontables. On n'a pas à
travailler le sol, on travaille, en respectant complètement l'environnement naturel. Ouais. Et donc ce concours de Tiny House, qui participe, qui gagne sous quel critère ? Ce concours, cette année, on a 115 équipes qui ont répondu, de 17 nationalités. Ah oui. Preuve que le phénomène est tout à fait partagé. mondial. C'est-à-dire qu'on a... Oui, alors... Parce que c'est une réflexion sur la... Enfin, là encore, c'est comment mieux habiter le monde, et nous, à travers notre histoire touristique, c'est comment mieux habiter le monde en matière touristique, là encore, en respectant l'univers dans lequel on est. Ouais. La tiny house, pour nous, c'est pas une micro-maison, ça vient plutôt, je dirais, des nomades, ça vient plutôt de l'abri, du refuge, et qui est quelque chose qui se doit d'être léger, modeste, mais qui peut tout à fait être confortable, et qui répond certainement aux attentes de demain, et qui nous permet par exemple de nous implanter dans des parcs nationaux, en toute autonomie, en étant branché à rien. En étant branché à rien et en ayant le loisir de la modulabilité de ces tiny house, de les déconstruire, de les construire un peu. Notre engagement, à la fois chez Utopia et, je dirais, dans le concours, c'est de dire qu'on doit être capable, je dirais, de démonter, de ne laisser aucune trace après notre passage. C'est ça l'idée de la tiny house. Vous êtes, j'imagine, votre business est très axé sur la saisonnalité. Il y a des saisons, oui, il y a des moments où oui, on campe pas normalement. On campe dans le registre où on a aussi des locatifs qui vont être de vivre l'hiver sur nos sites. Donc le site de Paris est ouvert à l'année, on a 5 ou 6 sites ouverts à l'année. D'accord. On a des sites l'hiver qui sont ouverts, on accueille des gens dans des registres naturels très beaux et très dépaysants. Mais c'est vrai qu'on a une saisonnalité importante parce qu'on réalise encore 60% de notre chiffre en 2 mois. Ah oui, 60%. Ouais. Ce qui n'est pas rien. S'implanter dans un espace, implanter son camping dans un espace, les coulisses de cela, est-ce que c'est compliqué d'un point de vue autorisation de la mairie et de sortes de choses ? Est-ce qu'il y a des endroits, des zones protégées sur lesquelles on ne peut pas camper ? Comment ça se passe, vous, votre chasse, entre guillemets, au bon endroit ? Alors, on a souvent des élus qui sont très promoteurs de nos offres, donc on ne peut pas reprocher au territoire de ne pas vouloir nous accueillir, parce qu'on a souvent une écoute très favorable. Mais c'est vrai qu'on joue et on gère des contraintes très importantes en matière environnementale qui font qu'aujourd'hui, il est difficile de créer un camping ex nihilo. Donc on est de plus en plus à reprendre des sites et à les ramener vers la nature. C'est-à-dire qu'on a cette notion, je dirais, de renaturalisation plutôt que de création brute. Même si on continue à ouvrir des sites, alors notamment à l'étranger, en partant de zéro. Ex nihilo, donc on commence par quoi quand on crée il nous reste une petite minute. C'est choisir un espace, j'ai envie de dire, c'est un coin de forêt, c'est un point de vue et c'est un point d'eau. Ouais. Donc, alors à proximité de zones urbaines et en visant quelque part l'exceptionnalité du lieu qui permet de vivre sans le toucher à l'intérieur de ce site. Mais j'aime bien cette règle des 3, un point de vue, un point d'eau et un point de forêt. Vous m'avez dit. Merci Jean-François Barral. Donc vous êtes président de la fondation Utopia avec un H. Je l'ai dit, merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro et donc de nous avoir parlé un petit peu, notamment de cela, des tiny house, qui est un concept de fond et mondial, vous l'avez dit, parce que 18 pays, c'est ça ? 17 pays. Et cette année, en plus, le lauréat sera construit dans le Festival des cabanes de la Villa Médicis qui a lieu chaque année à Rome. Donc on aura une cahute à Rome qui regarde le Palais Saint-Pierre. Voilà. Merci infiniment, à très bientôt. Merci Quentin, à bientôt. Au revoir. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.